Alors, bonjour à tous. Bienvenue dans ce webinaire Notre recherche clinique sur les attentes des patients. Il est 12h01. Nous allons attendre peut-être une minute le temps que tout le monde se connecte. Et voilà, donc si vous avez des questions, vous pouvez les poser via le chat et si nous avons suffisamment de temps en fin de session, nous les poserons à nos experts. Et nous allons démarrer par la présentation de nos trois experts de la recherche clinique. Et nous avons une invitée qui s'exprimera à un moment de ce webinaire sur un sujet particulier. Voilà. Alors, comme le thème est sur les attentes des patients dans la recherche clinique, je vous propose de débuter la présentation par Franck Fontenay. Donc, Franck, si vous voulez vous présenter, s'il vous plaît, et puis nous dire de quelle association vous représentez, bien entendu. Très bien, bonjour à toutes et à tous. Je suis Franck Fontenay, je suis responsable information et recherche médicale de l'association ELI, Ensemble Leucémie Espoir, euh, qui est une association de patients et de proches concernés par les lymphomes, la leucémie lymphoïde chronique et la maladie de Waldenström, qui sont des hémopathies malignes. Merci, Franck. Alors maintenant, nous allons passer à Aurélie. Aurélie, si vous souhaitez vous présenter, s'il vous plaît. Bonjour, bonjour à tous. Je suis Aurélie Guérin, je suis directrice recherche clinique chez Pfizer, donc promoteur industriel, et je suis membre du groupe de travail Attractivité de la France pour la recherche clinique du LEM, les entreprises du médicament. Je suis ravie d'échanger avec vous aujourd'hui sur ce sujet. Merci, Aurélie. Bruno, puis-je vous laisser vous présenter, s'il vous plaît? Oui, merci beaucoup. Bonjour à tous. Je suis ravi d'être là également. Donc moi, je suis Bruno Laviole, je suis médecin de santé publique, professeur de pharmacologie médicale à l'Université de Rennes et je dirige une structure de recherche clinique académique qui s'appelle le Centre d'investigation clinique de Rennes, Voilà, le CIC. Les le CIC sont des CIC. structures Voilà. bien connues. Voilà. Et nous avons une invitée qui prendra la parole à un moment du webinaire. Annie, puis-je vous laisser vous présenter, s'il vous plaît? Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc moi, je suis Annie Tirel et je suis membre d'une association qui s'appelle Sentinelle. Et en fait, c'est une communauté qui est composée de 45 000 personnes. Alors je dis personnes parce que il y a des malades, mais il y a des non-malades. Et l'objectif que nous avons, c'est de participer volontairement à des études qui sont beaucoup d'études de faits réels et de temps en temps également à des études de recherche clinique. Voilà. Merci, Annie. Alors, nous allons donc démarrer ce webinaire qui va durer 1 heure, donc le temps est assez limité. Et nous allons passer la parole à Franck, car l'association ELI a conduit une enquête sur le vécu des patients, enfin le vécu des essais par les patients. Et Franck souhaitait nous partager les principaux résultats de cette enquête. Franck, je vous laisse peut-être partager les slides, s'il vous plaît. Oui. Merci. Est-ce que c'est bon? Parce que Oui, c'est mon bon. écran s'affiche bien. Très C'est bien. Donc, parfait. je vais vous présenter quelques résultats de cette enquête qui s'appelait VESPAL pour vécu des essais cliniques par les patients atteints de lymphome qu'on a menée il y a 1 an à peu près. C'est une enquête qu'on a menée en ligne avec un questionnaire qui avait été diffusé auprès de nos adhérents, mais un peu plus largement, auquel ont répondu 99 patients atteints d'un lymphome ayant participé ou qui étaient en cours de participation à un essai avec comme objectif de mieux connaître l'expérience des patients qui ont participé à un essai et de nourrir notre programme dont je pourrais reparler ultérieurement, qui vise à impliquer les patients à toutes les étapes de la recherche. Ce qui ressort comme premier point, c'est que les patients vivent de façon globalement positive les essais cliniques. 86% jugent que la décision de participation a été facile à prendre, que la participation était rassurante pour eux.
Les deux tiers, pour les deux tiers, leur participation a été peu ou pas contraignante, et une grande majorité juge que les relations avec l'équipe de la recherche de l'essai a été bonne, voire très bonne. Donc il y a une perception vraiment positive de la part des patients. En ce qui concerne, alors deux points en fait que je souhaiterais souligner, c'est que le premier porte sur l'information préalable. Alors la quasi-totalité des patients ont pu poser des questions à leur médecin lors de la proposition de participation à l'essai. Les trois quarts disent qu'ils ont bien compris les objectifs et le parcours de l'essai, mais quand on leur demande si l'essai auquel ils ont participé ou auquel ils participent comporte un ou plusieurs bras, enfin plusieurs groupes, on n'avait pas utilisé le terme de bras, en fait, 45% ne savaient pas dire si l'essai comportait un ou plusieurs groupes. Donc, ce qui témoigne que la compréhension n'était pas aussi bonne que ce qu'ils pouvaient déclarer. Par ailleurs, un quart disent ne pas avoir eu ou ne pas se souvenir, mais ça veut quand même dire quelque chose, d'une information qui leur aurait été délivrée sur les alternatives possibles à la participation à l'essai, c'est-à-dire quel autre traitement pouvait leur proposer en dehors de l'essai, et sur la possibilité d'arrêter de leur propre décision leur participation s'ils le souhaitaient. Autre point que je souhaiterais mettre en exergue, c'est que la très grande majorité des patients ont lu la note d'information qui leur a été remise par l'investigateur qui leur a proposé l'essai, dans la totalité pour la plupart et en grande partie pour le reste, mais que les deux tiers des patients disent que la note d'information leur a été pas du tout ou peu utile pour décider ou pas de participer ou pas. Donc, la satisfaction des patients ne garantit pas une compréhension complète des éléments clés de l'essai. Et deux, l'utilité de la note d'information telle qu'elle est souvent faite aujourd'hui, on pourra en reparler, est à revoir. Et puis enfin, deux derniers points, c'est la question de l'accès aux résultats des essais auxquels les patients ont participé. Moins de la moitié ont été informés par leur médecin qu'ils avaient la possibilité d'obtenir les résultats globaux de l'essai une fois qu'ils seraient disponibles, et très très peu en fait ont effectivement eu accès à ces résultats, alors que beaucoup disent qu'ils auraient vraiment eu envie de les avoir. Donc parce qu'ils attendent un retour sur les résultats des essais auxquels ils ont contribué. Voilà, c'était les principaux points que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Merci. Eh bien, merci Franck. Effectivement, c'est extrêmement intéressant, notamment sur la compréhension complète des éléments principaux de l'essai, parce que bon, un participant qui accepte de suivre un essai, il faut quand même comprendre ce qu'il va faire. Alors, ce que je vous propose peut-être pour démarrer nos échanges avec les experts, c'est nous aborderons bien entendu l'information donnée aux patients et les résultats des essais, mais c'est peut-être de démarrer surtout de la réalisation d'un essai clinique, donc de sa conception, l'information des patients, la participation effective, puis ensuite les résultats. Donc, on peut peut-être démarrer sur l'implication des patients dans la préparation, dans la rédaction des protocoles de recherche, ce qui n'est pas encore très développé, mais qui commence à bouger actuellement. C'est une recommandation de la nouvelle version ICH des bonnes pratiques cliniques. Et il me semble, Franck, que l'association ELI a un programme sur ce sujet. Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer rapidement, et nous demanderons à nos deux experts, Aurélie et Bruno, de nous dire ce qu'ils en pensent et ce qu'eux font dans leur pratique. Oui, tout à fait. On a un programme qui s'appelle PRECAP et qui vise justement à impliquer les patients à toutes les étapes de la recherche. L'idée, c'est que le point de vue des patients peut être utile aux autres acteurs de la recherche. Quand je dis autres, c'est parce que je considère que les patients sont des acteurs de la recherche à partir du moment où ils sont impliqués dans un essai, et que on peut contribuer utilement sans vouloir remplacer les scientifiques et sans vouloir remplacer les médecins, mais on peut contribuer utilement à la rédaction des protocoles, à la définition des objectifs d'une recherche, à la rédaction des protocoles,
à la relecture de ce protocole, à la rédaction de la note d'information et au suivi de l'essai et in fine à la restitution des résultats. Donc, on a formé un groupe de patients, de membres de l'association à la recherche qui étaient intéressés évidemment par ces questions pour être des interlocuteurs, des promoteurs et des investigateurs principaux. Je dois dire qu'on a un peu de mal à convaincre. Alors autant sur la note d'information maintenant c'est bien passé et ça rentre vraiment dans les mœurs, mais on a un peu de mal à convaincre. Pour le moment, on s'est surtout attaché à essayer de convaincre les promoteurs académiques. On a un peu de mal à les convaincre. Je pense que les réticences sont, d'une part, on sait que un essai clinique, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup d'énergie, beaucoup de temps et d'argent. Et je pense que beaucoup de promoteurs et d'investigateurs se disent que impliquer une étape supplémentaire qui serait impliquer les patients risque d'alourdir encore un peu plus le processus. Et puis une autre, c'est que peut-être un certain nombre de médecins considèrent que ce n'est pas la place des patients de s'occuper des questions de recherche. Voilà. Mais ça ne nous empêche pas de continuer à œuvrer dans ce sens. D'accord. Bruno, est-ce que vous souhaitez répondre côté un médecin investigateur ou voire promoteur académique? Et ensuite, nous demanderons à Aurélie. Oui, alors je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. Au niveau de la recherche académique, en tout cas, pour ce que je connais, c'est très peu développé, je confirme. Alors que, comme vous l'avez mentionné, ça peut être utile à différents niveaux. Alors, sur la rédaction du protocole, oui, et en particulier sur l'organisation de l'étude, qui doit, si on veut garder le plus de patients possible dans l'essai, coller au maximum à ce qui est attendu par les patients, aux contraintes qu'on leur impose et à leur suivi habituel. Alors ça, évidemment, les médecins le connaissent, mais c'est quand même important de pouvoir demander aux patients leur avis, au moins. Sur les critères de jugement, c'est-à-dire que les critères d'efficacité, là, globalement, on s'en tient à ce qui est le standard en fonction des pathologies, donc il n'y a pas tellement de débat là-dessus, quoi qu'on peut discuter, mais également aussi sur la notice d'information, comme vous l'avez dit. Le problème qu'on rencontre aujourd'hui, c'est finalement, c'est l'accès aux patients. Donc, on peut passer par des associations. Peut-être qu'il faudrait envisager un endroit où on pourrait, nous, en tant que médecins académiques et chercheurs, avoir finalement des contacts. Parce que les contacts, ils peuvent être pris à droite, à gauche, en fonction des connaissances des uns et des autres. Mais à mon sens, un des freins quand même, c'est d'avoir accès à des patients qui peuvent s'impliquer là-dedans, parce que c'est un vrai travail pour eux aussi. Et puis, il faut quand même quelques compétences. On peut demander aux gens ce qu'ils en pensent, mais il faut aussi une formation minimale. Donc, voilà, pour moi, aujourd'hui, le frein, alors je sais qu'il y a des initiatives qui se font, hein, la PHP par exemple, mais en tout cas, nous, de ce que je connais à Rennes, c'est pas tellement développé. D'accord, merci. Aurélie, côté promoteur industriel, qu'en pensez-vous? Oui, merci beaucoup pour cette question. Pour y répondre, il est peut-être important de préciser qu'il y a deux réalités dans la promotion d'études cliniques industrielles. Il y a d'un côté la grande majorité des essais aujourd'hui, la quasi-totalité, qui sont des études dites internationales. Ça veut dire que le promoteur, c'est la maison mère au niveau international et ce n'est pas au niveau des filiales. Pour la filiale France, par exemple, n'est pas le promoteur dans ces grandes entités. Dans ce contexte mondial, tous les pays sont en quelque sorte en concurrence, en compétition pour accueillir, attirer les études. Et le cadre, il est très structuré, il est très standardisé pour tous les pays impliqués. Et donc ça, c'est les études, la quasi-totalité dite internationale. Et de l'autre côté, il peut exister encore quelques études dites locales, où il y a un peu plus de flexibilité, de marge de manœuvre, de possibilités localement, mais elles sont de plus en plus rares, voire quasi inexistantes pour certains promoteurs.
Pour les études internationales, donc qui sont aujourd'hui la quasi-totalité, il faut être transparent. Les filiales, comme la France et les autres pays d'ailleurs, ont peu de latitude sur certains éléments clés, comme le protocole ou le design de l'étude. Ces éléments, ils sont définis au niveau global avec des exigences scientifiques, réglementaires, comme l'a évoqué Bruno, qui doivent être les mêmes partout dans le monde et le déroulement doit être partout le même dans tous les pays. Ce qui ne veut pas dire, attention, que la voix du patient n'est pas entendue, au contraire. Je tiens à dire que de plus en plus, au niveau international, les promoteurs peuvent être amenés à travailler avec des associations de patients. On parle dans notre jargon de patient insight, la vision du patient. Et d'ailleurs, assez fréquemment, lorsque l'indication, le domaine thérapeutique est moins ou peu connu de l'entreprise, par exemple parce qu'il vient d'acquérir une nouvelle molécule ou d'autres contextes. Et l'objectif donc de ces patient insights, c'est d'intégrer la réalité, le vécu des patients dès la conception des études. Cela se fait souvent, pour être tout à fait transparent et vous partager tout, ça se fait souvent avec des associations américaines ou d'Angleterre pour faciliter d'éventuels soucis de barrière de la langue. Et je nommerai en exemple le NIHR en Angleterre, qui est un groupe d'associations assez sollicité en Angleterre. C'est le National Institute for Health Research. Et concrètement, donc ça peut se traduire par des entretiens d'1 heure avec les associations de patients. J'ai un exemple en tête très récemment en dermatologie où le recueil du ressenti des patients a été collecté, leurs suggestions d'amélioration de l'essai, du nombre, la fréquence des visites, sur les 6 questionnaires de l'étude. Et ça a eu des impacts très concrets, comme par exemple la diminution du temps de visite. Spontanément, on pourrait penser que faire tous les examens le même jour est plus simple pour éviter plusieurs déplacements, par exemple. Mais en réalité, sur cet exemple, sur ce protocole, cette pathologie avec cette population de patients, les associations préféraient que les examens soient répartis dans 2 visites distinctes pour alléger la charge d'une seule journée. D'autres exemples en dermatologie, notamment dans des maladies comme le vitiligo, avec des requêtes pour essayer de réduire le nombre de photos qui peuvent être vécues comme lourdes et intrusives. Et un point, ce qui est intéressant de noter, c'est que parfois les retours ne portent pas directement sur le protocole, alors que c'est pourtant ce qui a été partagé avec les associations de patients, mais plutôt sur les besoins de plus de formation pour les centres, mieux guider les patients, plus d'explications sur la sécurité du produit, des explications sur les examens comme les biopsies ou sur les, sur les questionnaires, par exemple. Donc, c'est intéressant de le souligner. Et aussi peut-être pour rejoindre aussi dans les potentiels freins, mais pour en parler ici, c'est qu'il est important de rappeler que certains critères qui sont peut-être vécus comme des contraintes du point de vue du patient ne peuvent malheureusement pas être modifiés parce qu'ils sont imposés aux promoteurs directement par les autorités, par la FDA américaine ou par l'EMA en Europe. Mais ça ne veut pas dire qu'on peut rien faire. Des solutions d'accompagnement, elles peuvent être discutées, revues, mises en place, ou au moins de se le dire, de le savoir. Et peut-être, Claire, si je peux me permettre de passer un message, profitant de cette belle audience de ce webinaire, c'est que de récents échanges que j'ai pu avoir avec des associations de patients en mars dernier, prendre en compte les patients via leurs associations, c'est évidemment essentiel. Et revenir vers elles, c'est tout aussi crucial. C'est un point qui est ressorti clairement de nos discussions. Il est important aussi de fournir un retour auprès des associations après avoir contribué, notamment sur ces aspects de protocole. Qu'est-ce qui a été retenu? Qu'est-ce qui n'a pas pu l'être et pourquoi? Je pense que c'est fondamental pour bâtir une relation de confiance, respecter le temps, l'engagement des patients, de leurs associations sur ces points de revue de protocole. Et Franck, dans votre expérience de revue de protocole, même si elle n'est pas encore très importante, vous avez eu un retour ensuite sur ce que le promoteur académique ou industriel a accepté ou pas accepté et le pourquoi? Oui, tout à fait. Oui. On a pu avoir des échanges bidons entre guillemets. Et puis sur les notes d'information, généralement, on demande et on l'obtient régulièrement que les notes d'information, une fois révisées après notre relecture, puissent nous être adressées. Et oui, tout à fait. Et c'est pour ça que, et pour rebondir sur ce que disait Aurélie, effectivement, quand les essais sont internationaux, c'est pour ça que nous, on s'est focalisé dans un premier temps sur les promoteurs académiques français, parce que
pour les essais internationaux, ça se discute au niveau des maisons mères, du global, et donc nous, on est en train d'essayer de mettre en place, dans le cadre d'une association mondiale d'associations de patients atteints de lymphome, un groupe un peu équivalent pour pouvoir discuter avec les maisons mères, justement. D'accord. Bruno, vous vouliez rajouter quelque chose? Je vois une petite main levée. Oui, oui. Euh, sur les notes d'information, alors, c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur et votre On va y enquête, elle est… passer. Alors, on va Ah, continuer donc par on les reviendra dessus. OK. informations, si vous voulez. Et donc, Alors, on peut changer un peu le sens de notre déroulé. C'est pas grave, on va non, parler. non, non, pas du tout. Bah, à ce moment-là, on y Allez-y, reviendra Bruno. plus tard. Allez-y, allez-y. Mais alors, je reviendrai plus tard sur les notes d'infos. Par contre, je reviens un petit peu sur ce que je disais tout à l'heure. Bon, on a bien compris que pour les études industrielles, c'est compliqué d'aller modifier le protocole à la base, et on le comprend bien puisqu'elles sont la plupart internationales. Dans le contexte académique, c'est un peu différent. Et donc, je pense qu'il faut qu'on réfléchisse ensemble sur une manière de centraliser des contacts d'associations de patients ou de patients qu'on pourrait solliciter, nous, en tant que chercheurs académiques, en amont de la rédaction de nos protocoles. D'accord. C'est une proposition, quelque chose qui pourrait être mis en avant, un peu comme ce qu'Aurélie nous a cité, le NIRH. J'ai bien Oui. compris côté anglais, hein. Oui. Voilà. Une piste de réflexion. Eh bien, merci. Alors, si on continue dans le cheminement de notre essai clinique, un patient qui souhaite participer à un essai, il faut qu'il trouve des essais cliniques. Alors, trouver un essai clinique, c'est pas toujours très, très simple. Franck, est-ce que votre association propose une aide ou un site ou un registre des essais cliniques qui sont conduits dans la pathologie dans les pathologies de votre association? Oui, on s'est dit que, enfin, il y a déjà un certain temps, parce qu'on a démarré la plateforme qui s'appelle Aurélie, mais qui ne s'écrit pas de la même manière que le prénom Aurélie. En 2017, on a lancé ça. C'est une plateforme qui vise à proposer la liste des essais, à présenter surtout la liste des essais en pro d'inclusion en France sur les pathologies qui nous concernent, avec un objectif de lisibilité, parce que c'était à l'époque, en tout cas, c'était pas forcément simple de trouver des essais et surtout de trouver une information qui soit accessible aux patients. Donc en fait, on présentait on présente chaque essai de façon, j'espère en tout cas, accessible aux patients. Aujourd'hui, l'offre c'est quand même pas mal développé. Alors grâce à notamment avec l'intelligence artificielle, il y a plusieurs plateformes qui existent. Je vais en citer deux. Une qui est bien implantée maintenant, qui s'appelle Clineo, KLINEO. .fr, qui fonctionne bien pour trouver des essais, et on a mis en place un partenariat avec cette plateforme pour faire un échange. Je veux dire, quand il y a un essai qui est proposé à un patient via Clinéo, il a accès à la fiche qu'on a écrite sur cet essai dans Aurélie. Il y a aussi CureWiki, qui est une plateforme belge qui est en train d'essayer de s'implanter en France et qui permet aussi en répondant à un questionnaire, de trouver des essais adaptés à soi. Mais il faut quand même savoir que la majorité des essais seront proposés, enfin les patients accèdent aux essais parce que leur médecin est investigateur d'un essai et que c'est le médecin qui leur propose. C'est quand même le mode principal d'entrée dans un essai encore aujourd'hui. D'accord. Bruno, comment faites-vous pour le recrutement des patients dans les essais? Est-ce que vous avez des organisations particulières ou est-ce que ce sont aussi les médecins les médecins investigateurs qui recrutent leurs patients? Alors, nous, au centre d'investigation clinique, on a deux grands types d'essais, les essais sur des malades et les essais sur des volontaires qui ne sont pas malades, des volontaires sains. Donc, les malades, exactement comme vient de le dire Franck, les médecins de l'hôpital qui ont ouvert des protocoles de recherche, ils les proposent aux patients qui présentent les critères qui leur permettent de rentrer dans ces essais. Donc, voilà. Ensuite, sur les volontaires sains, on a une base de données, nous, de volontaires qu'on peut solliciter quand on a des études chez les volontaires sains.
Après, il existe des registres, d'essais cliniques, il y a des choses qui se montent à droite, à gauche. Alors, je ne sais pas exactement où on en est, mais il me semble qu'il y a un projet, donc vous allez peut-être l'aborder. Aurélie, Oui. De, je pense l'aborder, oui. ouais. Mais c'est vrai que la démarche du patient qui dit, moi j'ai telle maladie, où est-ce que je peux trouver un essai clinique dans ma maladie, moi je le vois pas fréquemment. Mais donc ça veut dire qu'à ce moment-là, le patient il est prêt à bouger aussi, parce que l'essai clinique n'est pas forcément à côté de chez lui. Donc ça peut engendrer des contraintes supplémentaires. Voilà. D'accord, très bien. Oui, effectivement, il y a la notion de contrainte où l'essai n'est pas forcément autour de son lieu de son lieu de vie. Oui. Et Aurélie, Oui. les promoteurs industriels, est-ce que vous avez aussi des actions concrètes comment faites-vous? Oui, bah, pour trouver les essais, bah, on peut dire qu'il y a plusieurs possibilités. On l'a mentionné d'abord par les associations de patients qui jouent un rôle absolument clé, essentiel. Pour nous, c'est souvent un relais de confiance, voilà, proche des patients, qui facilite l'accès à l'information. Après, en deuxième point, je dirais qu'il y a on en a parlé là, les ressources en ligne, notamment certaines bases de données publiques, gouvernementales, et comme le disait Bruno, j'aimerais revenir sur la base éclair juste après. Et en dernier point, c'est vraiment l'essentiel, c'est via les professionnels de santé, les établissements qui suivent les patients vraiment au quotidien. Donc ça, c'est ce qu'on a mentionné. En tant que promoteur, on a bien entendu la possibilité de proposer des affiches, des annonces pour contribuer aussi au recrutement et à la prise de connaissances, toujours dans un cadre très réglementé, très encadré, après un avis préalable du CPP, du Comité de protection des personnes. Mais l'efficacité, elle n'est pas toujours démontrée, on va dire. Ça dépend vraiment de certaines pathologies de niche, peut-être. Et je voulais rajouter un mot sur cette base de données, donc Éclair, sur santé.fr, qui est un projet important en France, qui est piloté par le ministère, dont la sortie nous est annoncée pour bientôt. Alors, on l'espère, ça a été repoussé plusieurs fois pour des raisons techniques. Mais l'objectif, il est très concret et il a une belle ambition parce que c'est de proposer déjà une vision exhaustive des essais cliniques qui sont disponibles en France et pas uniquement ceux sélectionnés parce que pour X ou Y raison. Et dans un langage plus clair et accessible pour tous. Un des avantages de ce beau projet par rapport à ce qui a pu être fait dans le passé, dans d'autres projets, c'est que cette base, elle a pour vocation d'être alimentée de manière presque automatisée à partir des données réglementaires existantes, ce qui permettra d'avoir une information plus complète et surtout mise à jour en fait. Car c'est vrai qu'il y a différents projets, on en parlait, qui émergent régulièrement en fonction des besoins, des pathologies, pour pallier à cet outil exhaustif, centralisé, presque automatisé, mais qui peuvent des fois peiner sur la mise à jour d'informations entre les amendements de protocole, les changements de critères d'inclusion ou la fin d'un essai prématuré pour des décisions. Et ça peut générer peut-être des attentes qui ne sont plus là. Donc voilà, je voulais mentionner quand même cette base et si on peut profiter aussi de ce webinaire pour dire qu'elle est très très attendue par nous tous. D'accord. Juste, cette base de données Éclair serait en français, bien entendu. Oui, c'est le but. Oui. Et Franck, vous, Aurélie, vous mettez toutes les informations en français, je suppose aussi. Oui, tout est en français et dans une approche rédactionnelle qui vise à être le plus explicite et clair et accessible pour les patients. Oui. Voilà, oui, parce qu'il y a beaucoup de registres qui sont en langue anglaise et qui, du coup, sont plus compliqués d'accès pour les patients. Voilà, donc nous attendons cette base de données Éclair. Voilà, on l'espère pour 2026. Alors, on va revenir sur l'information du patient. Notamment sur tous les documents qui lui sont remis. Nous l'avons déjà un petit peu abordé, les documents d'information, le document de consentement que le patient doit signer. Franck nous a bien présenté dans son enquête, dans l'enquête de l'association ELI, que ces documents que le patient ne comprenait pas toujours tout. Et Franck, vous nous avez dit que vous proposiez aux promoteurs une relecture de ces documents. Est-ce que ça fonctionne bien du coup? Et après, nous demanderons à Bruno et à Aurélie leur expérience.
Ça fonctionne quand les promoteurs et les investigateurs sont convaincus que ça peut être utile. Et à chaque fois qu'on fait le travail, après, ils nous remercient parce qu'on permet d'améliorer souvent sensiblement les documents. Il faut savoir que la- ça s'est amélioré au cours des années, mais la grande majorité des notes d'information sont d'abord trop longues, ont des aspects réglementaires qui ne concernent pas forcément les patients et donnent des détails qui ne sont pas forcément utiles parce que la note d'information, elle est conçue normalement pour permettre au patient, pour aider le patient à prendre une décision. Est-ce que j'accepte la proposition de participer à un essai ou est-ce que je n'accepte pas cette proposition? Et en fait, on se retrouve avec des notes d'information qui peuvent faire 30, 40, voire même plus, qui faisaient 60 ou 70 pages, qui donnent tout un tas d'informations qui ne servent pas à la prise de décision. Et donc, nous, ce qu'on essaie de faire déjà, c'est de proposer de faire une synthèse en 1 ou 2 pages de ces informations essentielles qui doivent permettre aux patients de prendre leurs décisions. Et puis souvent, enfin, je suis désolé, mais on est contraint de réécrire quasiment intégralement les notes d'information qui nous sont soumises parce que elles sont pas bien construites et elles sont dans un langage qui n'est pas adapté aux patients. Et le souci, c'est que souvent les notes d'information sont un peu la dernière roue du carrosse des équipes de recherche quand elles construisent leur protocole. Elles font ça un peu au dernier moment parce qu'il faut le faire, mais c'est pas leur souci principal. Après, je comprends, un essai, comme je l'ai déjà dit, c'est une grosse machine, c'est beaucoup de temps et d'énergie, mais il n'y a pas assez d'importance accordée à cette note d'information qui devrait être le document phare pour les investigateurs quand ils proposent un essai, de mon point de vue. D'accord. Aurélie, est-ce que vous souhaitez répondre? Et ensuite, nous demanderons à Bruno comment il s'organise. Oui, oui, Claire, merci beaucoup. C'est un document qui est ultra important. Je suis complètement d'accord avec Franck. Peut-être pour donner un peu le point de vue aussi promoteur industriel. Donc, vous l'avez vu de la même façon que pour les protocoles et design d'études. Dans le cadre d'études cliniques internationales, les filiales ont souvent peu de latitude pour la revue de consentement, de notes d'information ou de tout document destiné aux patients par des associations de patients. Néanmoins, je souhaite quand même mettre en avant 3 points importants. Le premier, c'est l'exemple du comité de relecture de la Ligue en oncologie qui fait un travail remarquable. Nous avons eu, et moi personnellement, eu plusieurs expériences très positives en France il y a quelques années, et notamment en collaboration aussi avec certaines de nos CRO, vous savez, ces sociétés qui peuvent être amenées à travailler pour les promoteurs et qui sont souvent directement contractées par les maisons mères, donc où voilà, les échanges avec les filiales sont des fois un peu plus mesurés. Et je peux vous dire qu'en termes de retour, à chaque fois, c'était de très bonnes suggestions, pertinentes, concrètes. Un point important dans ce contexte de mondialisation, etc., une revue très rapide. Les revues se sont faites en 2 à 4 jours, donc on peut l'anticiper. Et un document, enfin, à mon sens, c'est essentiel, c'est un document pour le patient, fait avec les patients. Donc, c'est un peu la base, en fait, de la compréhension de ce document. Et je pourrais dire aussi, pour essayer d'amener les promoteurs à aller vers cette démarche, qui a eu effectivement un effet positif, plus de fluidité aussi pour obtenir les approbations des comités d'éthique, des CPP, comités de protection des personnes, puisqu'ils ont apprécié avoir eu cette revue en amont par des associations de patients. Donc, on en entend beaucoup parler dans le domaine du cancer. C'est là aussi la limite. Est-ce qu'il y a un développement peut-être dans d'autres domaines thérapeutiques à voir, et puis aussi d'essayer de rassurer les promoteurs pour anticiper ces étapes-là en amont lorsque c'est possible. Deuxième point que je voulais souligner, c'est qu'il existe en France ce document qui s'appelle l'outil d'aide, alors je le lis, l'outil d'aide à la rédaction d'un document d'information à l'attention des participants à une RIPH, donc recherche impliquant la personne humaine. Donc c'est un document qui a été créé sous l'impulsion du ministère de la Santé il y a déjà quelques années, et les promoteurs sont moteurs pour
mettre à jour ce document. Il y a eu des mises à jour réglementaires depuis, mais aussi de l'enrichir grâce à l'expérience acquise, afin de mettre en avant vraiment ce qui est important d'avoir dans ces documents essentiels pour les patients. Alors, je sais que ce point, il est en discussion, mais je voulais vraiment le souligner ici à la connaissance de tous. Et le dernier point que j'aimerais rappeler, c'est de promouvoir des ressources pédagogiques accessibles au grand public. Et là, je parle du site, évidemment, notre-recherche-clinique.fr, qui peut être référencé dans ces documents-là afin de pouvoir fournir des explications claires sur les essais cliniques et peut-être supplémentaires à ce qu'il y a dans la note d'information, du type les explications sur qu'est-ce qu'un placebo, la randomisation, etc. Et voilà, à titre personnel, c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur. C'est vraiment important je relais les mots de Franck. Il est important de co-construire ces documents avec les patients ou leurs représentants, de faire tout notre possible pour que ces documents soient bien clairs, compréhensibles pour les patients, trouver ce juste équilibre, évidemment, entre les exigences réglementaires et juridiques et surtout les besoins de compréhension des patients, ce qui est franchement pas évident, mais voilà, qui demande à se retrousser les manches et à faire les choses au mieux, parce qu'au final, le consentement éclairé, c'est pas uniquement un document en fait, c'est un véritable processus avec l'information, le dialogue avec le médecin, la confiance et les étapes ultérieures. Justement, on va demander à Bruno, justement, cette notion d'explication de l'essai au patient et comment vous, en tant qu'investigateur, vous vous assurez qu'il a bien compris la recherche. Là, on est vraiment en lien avec ce que Franck nous avait dit, que bon, il n'y a pas forcément une bonne compréhension, mais comment faites-vous concrètement? Alors, concrètement, il y a plusieurs éléments. Déjà, la plupart du temps, on envoie en amont la notice d'info au patient par message, par mail. Et ensuite, quand on le voit, on lui demande s'il a des questions sur cette notice d'info. Déjà, s'il l'a lu. Dans mon expérience personnelle, bien souvent, c'est beaucoup trop long, donc ils ne lisent pas. Ils font confiance aux médecins. Et globalement, quand on a un entretien avec eux, on leur réexplique succinctement le déroulé de l'étude, parce que c'est ça qui les intéresse. C'est qu'est-ce que je vais recevoir comme traitement, comment va se dérouler l'étude, quels sont les risques. En gros, c'est ça qui nous pose les patients comme question. Et quand ils prennent la notice d'info de plusieurs dizaines de pages, il y a des textes de loi dans tous les sens. Enfin bref, on a l'impression qu'on noie un peu le poisson. Alors, je comprends bien qu'il y a des exigences réglementaires, mais je rappelle aussi que les comités de protection des personnes, une de leurs missions, c'est de s'assurer justement de la compréhension, de la lisibilité, de la clarté de la notice d'info. Et parfois, ils nous font d'ailleurs des demandes de modification lors des processus de demande d'autorisation de l'étude. Donc, voilà, en pratique, moi, j'ai été très intéressé par les résultats de votre enquête tout à l'heure, Franck, où on voit bien que la notice d'info, c'est pas l'outil décisionnel de l'étude. C'est pas là-dessus que les patients vont dire oui ou non. Ils vont nous poser les questions qui les intéressent. Ils vont nous poser les questions que je vous ai, les éléments. Enfin voilà, les éléments qui les intéressent, c'est le risque avec le traitement, comment va se dérouler l'étude, les contraintes. Voilà. Donc, d'où l'intérêt effectivement d'une notice peut-être résumée sur peu de pages, comme Franck nous l'a expliqué tout à l'heure. Oui, Franck. Alors ça, c'est très intéressant. Ouais. Oui, c'est sûr que la confiance et la qualité de la relation entre le patient et son médecin est déterminante pour qu'un patient accepte ou pas de participer à un essai. Mais ça n'empêche pas qu'il faut que ce document d'information soit parce que vous le savez, quand on est face à un médecin, c'est toujours un peu anxiogène. Et on ne retient pas tout de ce que le médecin dit. Donc, il me semble vraiment indispensable que ce document d'information, le patient puisse se reposer dessus une fois qu'il est sorti de la consultation, une fois qu'il est rentré chez lui, et puis qu'il puisse le relire et le relire éventuellement, pour qu'il puisse prendre sa décision de façon parfaitement, le mieux possible éclairée. Donc, il y a vraiment ce document, pour moi, il est peut-être pas utile à tous les patients, mais on devrait lui porter une attention beaucoup plus importante que ce qu'on fait dans la majorité de cas. Je ne veux pas dire que
tous les promoteurs font mal leur travail par rapport à la note d'information, mais c'est souvent, il y a trop d'aspects qui ne sont pas intéressants pour les patients pour prendre leurs décisions, franchement. Et tous ces aspects-là, qui sont réglementaires, j'en ai bien conscience, devraient figurer, mais dans une partie qui est annexée, je dirais, à la note d'information principale, qui devrait résumer, allez, en 3 pages maximum, les informations principales utiles à la décision. D'accord. Donc, effectivement, le document qu'Aurélie a cité, qui est proposé par le ministère de la Santé sur des recommandations pour rédiger cette note d'info, pourrait peut-être être revu, mis à jour, modernisé en incluant des associations de patients dans ces discussions. On a eu une question là via le chat sur justement pour travailler sur les notices d'info ou sur les protocoles, de faire des événements type hackathon ou appel à manifestation d'intérêt auprès d'associations de patients pour tenter d'améliorer ou d'échanger sur ces documents. Est-ce que Aurélie, ça vous paraît quelque chose d'organisable ou pas? Oui, oui, c'est de très bonnes idées, hein. Y a eu beaucoup de groupes de travail, hein, pour essayer de mettre en avant des recommandations du type avoir des glossaires, avoir exactement comme Franck le mentionnait, des résumés en amont. Il y a beaucoup de choses qui existent déjà, mais de pouvoir impliquer les associations de patients en direct, ça me paraît même essentiel, crucial, et d'en sortir surtout. Il y a beaucoup de beaux projets, mais ce qui est important, c'est d'aller jusqu'au bout du projet, c'est-à-dire de sortir un document, de l'officialiser et de le rendre utilisable par tous, qui soit aussi connu des comités de protection des personnes et un peu validé, pour éviter toutes ces questions réglementaires qui finalement, une annexe data privacy, pourrait peut-être être standardisée ou ce genre d'éléments, pour essayer de se focaliser vraiment sur la partie compréhension du patient, sur le déroulé de son essai clinique. Donc oui, très favorable à ce genre d'initiative. D'accord, merci. Alors, le temps passe. Nous avons encore 2 sujets à aborder. Donc, maintenant, nous allons parler de la participation effective du patient, hein, les contraintes des visites, des examens à faire. Parfois, c'est compliqué. Il y a des dispositifs qui se modernisent un petit peu. Est-ce que Bruno, je peux vous passer la parole sur le vécu de vos patients, les améliorations qui ont lieu actuellement? On parle beaucoup d'essais décentralisés. Qu'est-ce que c'est et comment en pratique vous le vivez et comment vous le pratiquez, si vous le pratiquez? Alors, la décentralisation des essais, c'est un terme assez générique. L'idée, c'est d'éviter aux patients de venir tout le temps à l'hôpital pour la recherche. Alors, parfois, c'est évidemment obligatoire. Si on doit faire un scanner ou une IRM, il est hors de question de le faire à la maison, c'est le médecin généraliste. Mais dans bien des cas, dans un essai clinique, il y a des choses qui peuvent se faire ailleurs. Alors, soit chez le patient, soit chez son médecin traitant, soit de façon dématérialisée par une solution digitale type visioconférence ou document électronique. Et donc, en fait, un essai, alors, il peut être complètement décentralisé, mais aujourd'hui, c'est quand même exceptionnel, en tout cas en France. Mais on parle plutôt d'essais hybrides. À savoir que durant l'essai, certaines visites ou certains documents ou examens seront réalisés sur le site d'investigation hospitalier et d'autres ailleurs. Ce qu'il faut savoir, c'est que on avait jusqu'ici des freins réglementaires, notamment sur le débat de est-ce que chez le patient, c'est un lieu de recherche. Et là, je viens d'apprendre qu'une loi vient d'être promulguée, qui est la loi de simplification économique, dans laquelle ont été insérés des éléments qui nous permettent aujourd'hui de réaliser de la recherche clinique de façon décentralisée. Et donc, on peut s'en réjouir. Alors, il y a des initiatives qui existent. Il y a des initiatives. Nous, on en a lancé une à Rennes qui est finalement une salle de consultation qui peut se déplacer, donc un camion dédié à la recherche clinique. Cet après-midi, je vais à Limoges, donc le 2e camion va être inauguré ce soir par le CHU de Limoges qui en a mis un en place. Et j'espère qu'il y aura d'autres initiatives comme ça. Alors, on a des problèmes de financement aujourd'hui, puisque ça coûte quand même un peu d'argent, donc il faut trouver des financements, mais ça se développe. Il y a des freins quand même aujourd'hui sur les solutions digitales, puisque on parle de e-consentement aussi.
Donc, ça veut dire qu'il faut des solutions sécurisées pour s'assurer que c'est bien le patient qui signe, que la signature est bien sécurisée. On a des noms de patients sur ces documents-là, donc il faut vraiment s'assurer que tout ça, ça ne fuite pas. Mais il y a des solutions qui existent. Il faut qu'elles se euh, diffusent plus. Il faut que ça rentre dans nos habitudes. Mais c'est vraiment une voie d'avenir. D'accord. Euh, Aurélie, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose pour les promoteurs industriels? Est-ce que ce type d'essai un peu délocalisé avec les problèmes réglementaires, est-ce que ça peut se faire ou pas? Oui, je suis tout à fait alignée avec les commentaires de Bruno à l'instant. C'est un sujet d'actualité, ça c'est clair. Il était important pour les promoteurs industriels de clarifier les règles, le cadre de l'organisation de ces démarches de décentralisation, ce qui peut être fait et comment ça peut être fait, sous quelles conditions de protection des données personnelles, mais aussi quelles limites de ce qui ne peut pas être fait. Hein, l'objectif, c'est d'avancer, mais de le faire de manière claire, transparente et surtout sécurisée pour tous. Aujourd'hui, la volonté, elle est très claire, c'est de faire en sorte que la recherche, elle aille davantage vers le patient et pas uniquement l'inverse, que ce soit le patient qui se déplace sur les lieux de recherche, hôpitaux ou autres. Donc, on a vraiment une volonté de rendre les essais plus accessibles en réduisant les contraintes que peuvent avoir les patients. Ça peut être offrir des modalités différentes de participation, la liberté du choix, comme l'évoquait Bruno, en fonction des visites, du choix du lieu de ces visites, d'essayer de diminuer la charge d'organisation, plus de souplesse, et aussi, par conséquent, d'avoir aussi peut-être dans nos études une plus grande diversité de patients, peut-être ceux éloignés des grands centres, voir comment tout ça pourra évoluer positivement. En toute transparence, pour les promoteurs industriels, c'est aussi un facteur d'attractivité des essais dans le pays par rapport aux autres pays. Je vous mentionnais en première question qu'il y avait une compétition internationale pour attirer les pays sur notre les essais sur notre territoire. Mais aussi d'un autre côté, voilà, en toute transparence, ça représente des défis opérationnels importants, l'interopérabilité des différents systèmes, des moyens humains, Bruno le mentionnait, la formation aussi des professionnels de santé à ces nouvelles démarches, une réorganisation des rôles, de se mettre d'accord sur qui fait quoi, s'assurer que le médecin puisse continuer de faire ce qu'on appelle dans les bonnes pratiques la surveillance, l'oversight de son centre, et des aspects aussi logistiques à avoir. Et les aspects réglementaires, on en a parlé en France, qui étaient en cours d'adaptation pour pouvoir permettre ces dispositifs-là. Un point qu'a mentionné Bruno, que j'aimerais aussi vraiment mettre en évidence, c'est pas une solution unique ou systématique. On parlait avec Bruno en dehors de ce webinaire, pas tout le temps. C'est un peu la phrase qu'on avait eue lorsqu'on parle d'essais hybrides. C'est qu'une partie de l'essai peut offrir une composante de décentralisation, mais pas tout. S'adapter, ça reste un peu le maître mot. Et un point peut-être aussi à mettre en avant, c'est que la décentralisation, elle s'y prête pas toujours, en fonction des pathologies, de la population de patients. C'est pas toujours ce que souhaitent les patients. J'ai en tête un exemple d'une collègue promoteur en discutant au LEM, où elle expliquait que des visites à domicile avaient été proposées, mises en place, organisées, mais que les patients préférer finalement venir à l'hôpital et ne pas faire rentrer une personne à son domicile pour ce type d'essai, ce type de patient. Voilà, donc c'est important aussi de garder en tête, dans la décentralisation, il faut toujours proposer une solution alternative. Par exemple, on parlait des e-consent, toujours disposer d'une note d'information papier disponible. Voilà. Donc, en résumé, l'enjeu, c'est pas de tout décentraliser, mais c'est vraiment de faire au mieux, d'être plus flexible et de s'adapter vraiment aux besoins des patients dans les essais. D'accord, merci. Franck, ça vous paraît quelque chose de positif pour les patients et de contribuer à leur participation et puis au maintien de leur participation pendant toute la durée de l'essai? Oui, oui, je rejoins Bruno et Aurélie à ce niveau-là. Ça peut être une démarche tout à fait intéressante. Donc, je vais pas redire ce qu'ils ont déjà très bien dit. Je vais simplement souligner le dernier point qu'a évoqué Aurélie, oui. C'est que pour les patients, que la recherche vienne chez eux, ça peut être très bien parce que ça limite des contraintes, mais il est important aussi d'avoir des contacts réguliers
avec le médecin investigateur, avec les infirmières de recherche clinique, éventuellement avec les ARC si les rencontrent, parce que il y a un dialogue qui se crée à ce moment-là et ils posent des questions et ils sont éventuellement rassurés par les réponses qu'ils obtiennent. Et donc, la décentralisation, oui, ça peut avoir beaucoup d'intérêt, mais le format hybride, comme l'a indiqué Bruno, me paraît vraiment la meilleure solution parce qu'il faut que les patients puissent continuer de voir et de pouvoir échanger avec les équipes de recherche. Voilà, qui se sentent toujours rassurés. D'accord. Alors, nous allons aborder maintenant le dernier sujet. Ce sont les résultats des essais cliniques et l'information des patients qui ont participé à ces essais sur les résultats globaux de la recherche, comment cette information, enfin comment ces résultats leur sont transmis. Donc, on a vu dans l'enquête de l'association ELI que ce n'était pas toujours fait, que c'était une demande des patients. Là, nous allons peut-être demander à Annie Tirel de l'association Sentinelle de nous expliquer leur expérience. Comment vous, chez Sentinelle, vous faites pour informer les patients qui ont participé à des recherches. Donnez-nous un exemple, s'il vous plaît. Oui, alors bon, l'exemple que je pourrais vous donner, encore une fois, ce n'est pas de la recherche clinique, hein, c'est de la recherche en vie réelle, mais peu importe, tout ce que j'ai entendu me parle. Nous, on a beaucoup à l'association la notion aussi de se dire, comme ce sont des volontaires, des patients atteints de cancer qui s'impliquent dans la recherche, quand on participe à une recherche, qu'elle soit clinique ou autre, peu importe, il y a la notion de réciprocité, c'est-à-dire que les patients qui participent dans un essai donnent leur temps, donnent leurs données, donnent leurs prélèvements, passent du temps à ça. Et du coup, on leur doit, on leur doit une pédagogie qui soit adaptée et qui tiennent compte de la diversité des profils. Parce que souvent, on entend que on a toujours un peu les mêmes patients, la diversité des profils est insuffisante. Nous, ce qu'on a dans les gènes de Sentinelle, c'est de dire la pédagogie, c'est à nous de la faire. On est dans un monde où il y a des tas d'informations qui se promènent et donc il est important de pouvoir donner une pédagogie adaptée à des patients qui ont contribué à une recherche. Et ce qu'on fait chez Sentinelle, c'est qu'à la fin des recherches, on organise un webinaire et au cours de ce webinaire, les médecins ou les chercheurs qui ont mené cette recherche viennent exposer les résultats de la recherche aux participants et répondent à leurs questions. Alors, je comprends bien la notion de l'international et du décalage surtout que vous avez, vous, hein, dans vos essais, j'en suis bien consciente, mais néanmoins, nous, à l'association, on pense vraiment que le cadre réglementaire, il est ce qu'il est. Mais en fait, il ne dédouane personne de faire une pédagogie. Ce que je veux dire, et c'est la façon dont communiquent aussi les sentinelles, c'est-à-dire si elles ont beaucoup de rétention, si elles ont 45 000 membres de la communauté, c'est qu'elles prennent beaucoup de précautions pour bâtir une relation de confiance. Ça veut dire qu'elles racontent une recherche, et j'ai beaucoup aimé en participer, ce que vous disiez, Franck, hein, je peux être que d'accord avec vous. Mais par exemple, je vais vous donner un exemple. Je suis désolée, mais j'en profite hein, quand même. Il y a des questionnaires normés. Vous savez, c'est très pénible pour des patients de remplir pendant très longtemps des questionnaires. Il y a une chose qu'on peut faire, et c'est ce que fait Sentinelle, par exemple, c'est d'expliquer à un patient pourquoi c'est un questionnaire normé, à quoi ça sert, et que oui, c'est pénible à compléter, mais que voilà ce que ça va permettre à la fin. Et ça, c'est juste un petit effort pédagogique pour engager les patients et éviter les perdus de vue. Prenez, à mon avis, c'est vraiment ce qu'on apprend nous chez Sentinelle, c'est considérer les gens, dire merci aux gens, les remercier de leur participation, les remercier du temps qu'ils ont accordé et leur donner une information claire et facile à lire et à comprendre sur des résultats et ne pas juste se cacher derrière le cadre réglementaire obligatoire. Nulle part dans la réglementation, nulle part la CNIL, pour avoir discuté avec eux, dit aux gens, il faut que ça soit hyper compliqué pour avoir l'air d'être savant. C'est pas vrai. On dit juste, l'important, c'est de s'occuper de la personne qui va recevoir l'information,
quel niveau elle a besoin. Tout ce qu'a dit Franck, voilà, descendons de nos chevaux, comme on dit souvent. Mettons-nous au bon niveau de communiquer. Et ça, c'est possible, mais c'est un métier différent de savoir communiquer simplement, sans infantiliser. J'insiste là-dessus. Les patients ne sont pas des enfants. Ils connaissent en général très bien leur pathologie. Mais je pense qu'il faut vraiment faire cet effort pédagogique et il est possible. Et nous, on le voit. Voilà. Je m'arrêterai là. Merci Annie de ces propos très clairs. Bruno, comment faites-vous en pratique pour restituer les résultats d'une recherche aux patients? Alors nous, on est vraiment des très mauvais élèves dans le milieu académique. Ça a été soulevé d'ailleurs à plusieurs reprises avec des injonctions aux promoteurs académiques, parce que la question, c'est où est-ce qu'on va mettre ces résultats-là? Donc, il y a un site, vous savez qu'un essai clinique, avant son démarrage, on doit l'enregistrer sur une base de données publique, la plus connue étant clinicaltrials.gov. Et donc, d'ailleurs, c'est aussi un endroit où on peut trouver des essais cliniques. Hein. Vous pouvez faire il y a un moteur de recherche, vous pouvez dire, voilà, essai clinique dans le cancer du sein, telle molécule, ou bref, à tel endroit, et vous aurez les essais qui sont en cours. Et donc, on doit remplir, donc on donne tous les éléments importants du protocole sur cette base de données. Et normalement, à la fin de l'étude, on doit aussi poster les résultats. Alors, les promoteurs industriels sont de nettement meilleurs élèves que nous, puisque on le fait très peu. Alors, on le fait pourquoi on le fait très peu? À mon avis, c'est surtout un manque de ressources disponibles, peut-être aussi un manque finalement, si on le fait pas, bah, il nous arrive rien, donc voilà, c'est pas l'urgence. Mais je plaide coupable au nom de tous mes collègues, hein, évidemment. On le fait très peu, alors que ça devrait être obligatoire. Voilà, on vous demande de plaider coupable, on se rend bien compte que c'est compliqué et qu'il y a effectivement peut-être des progrès à faire. Aurélie, côté promoteur industriel, comment vous organisez-vous? Oui, merci pour cette question parce qu'elle revient fréquemment et à juste titre. On est ravis de l'aborder. Avant tout, il est important de préciser un point essentiel. Le promoteur industriel, lui, ne peut pas avoir de lien de communication directe avec les patients. Donc, le partage des résultats d'un essai clinique se fait toujours par le médecin investigateur directement avec son patient. Hein. C'est un moment qui est très important, qui doit être fait de manière appropriée, avec des explications nécessaires. Un petit point quand même pour être transparent dès le début avec le patient, c'est de lui dire s'il participe à une étude qu'elle peut être très longue, parfois vraiment longue, et que les résultats ne sont pas toujours disponibles immédiatement après sa participation. Je pense que c'est essentiel de le dire dès le début parce que sinon ça peut amener des attentes qui ne pourront pas être respectées. Dans ce cadre, il y a des solutions qui se développent. Donc, Bruno mentionnait les registres, les plateformes d'information où on met des résultats, où on nous demande des résultats dans chaque langue de chaque pays participant pour permettre un accès à ces résultats globaux directement par les patients par Internet. De notre côté, en tant que promoteur, on transmet ces résultats à nos médecins investigateurs et certains choisissent, c'est à eux de voir en fonction de leurs connaissances et des échanges qu'ils ont avec leurs patients. Certains choisissent de les partager par email, d'autres lors de visites ou même des webinaires. Hein. Merci beaucoup pour cet exemple, Annie, évoqué aujourd'hui. Au global, les promoteurs industriels, ils ont pris l'habitude de publier ces résultats globaux dans ces registres-là. Mais à mon sens, il reste aussi de notre côté un grand progrès à faire pour mieux informer, mieux adapter, voir ce qu'on peut faire avec les médecins investigateurs pour qu'ils puissent avoir ces démarches-là. Et c'est un point important parce que tous les patients ne souhaitent pas aussi avoir ces informations-là. Il y a des patients qui ne le souhaitent pas, donc c'est essentiel de garder cette relation privilégiée entre le médecin et le patient et de faciliter de notre côté un maximum l'accès à ces informations-là. C'est un enjeu de respect en fait et de reconnaissance de l'engagement qu'un participant a lorsqu'il accepte de participer à une recherche. Hein. Ça me semble assez évident et primordial et
et de sens. Hein. Et peut-être aussi un dernier point, Claire, c'est qu'il y a des recommandations sur la rédaction de ce type de documents qui ont été faites par la CNRIPH, la Commission nationale des RIPH qui encadre le travail des CPP, hein, sur le fait que le patient, s'il souhaite avoir ses résultats globaux de la recherche, ça doit être indiqué dans le consentement, dans la note d'information, si c'est via l'investigateur, via le site internet. Donc peut-être ce point pourrait être systématiquement rappelé, et notamment dans cette révision de recommandations sur la note d'information, de rappeler aussi cette notion de résultat d'essai. Merci Aurélie. Et effectivement, on me rappelle aussi que le CNCR, donc le Comité national de coordination de la recherche des hôpitaux, s'est rendu compte de la difficulté et encourage les promoteurs académiques et les aide à améliorer la publication des résultats, parce qu'ils comprennent bien que c'est compliqué, qu'il faut des ressources, du temps, et que c'est pas si simple que ça. Mais c'est vrai que sur le registre européen aussi des études cliniques qui ont lieu en Europe, il y a la publication du résumé simplifié, donc à destination du grand public. Mais hélas, comme souvent ce sont des essais internationaux, souvent c'est en anglais. Donc, bon, faut faire une traduction par l'IA, et c'est pas toujours Non, il doit être sur les essais médicaments, il doit être dans la langue de chaque pays. D'accord. Ok, merci de cette précision. Donc, c'est aussi une source d'information pour les patients. Encore faut-il savoir où aller le chercher. Hein, voilà. Oui. Alors, nous arrivons à 13 heures. Donc, je remercie sincèrement tous ceux qui ont participé à ce webinaire, qui nous ont écoutés. Je remercie sincèrement tous les experts. Est-ce que l'un d'entre vous souhaite rajouter quelque chose ou pas, Franck? Non, je vous remercie pour ce webinaire, c'était très intéressant. Merci. Annie, Bruno, Aurélie, est-ce que quelqu'un veut... Un grand merci d'avoir pu organiser cette rencontre. Merci beaucoup. Moi, je me rends compte qu'effectivement, qu'il est vraiment essentiel de travailler avec les associations de patients, et que ça s'anticipe beaucoup. C'est pas du rattrapage au dernier moment, et qu'il faut l'intégrer dans les pratiques de travail. Voilà. Eh bien, merci à tous, et puis à la prochaine fois pour un prochain webinaire. Bonne journée. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.